Pendant 4 ans, entre 1940 et 1944, la République n'existe plus en France puisque le maréchal Pétain, qui a obtenu les pleins pouvoirs en juillet 1940, a aboli les lois constitutionnelles de 1875 et a mis en place une dictature. À partir de 1944 et la libération du territoire, la République est restaurée en France d'abord sous une forme provisoire, c'est le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Il est dirigé par le général de Gaulle. Il émane directement de la résistance. Cette restauration républicaine s'accompagne d'une réforme profonde. Les femmes obtiennent en effet, par une ordonnance en avril 1944, le droit de vote. Elles peuvent l'utiliser pour la première fois un an après, en avril 1945, lors des élections municipales. On parle bien d'ordonnance, puisqu'en l'absence d'un parlement élu, les décisions sont prises par l'exécutif. Le gouvernement français ne saurait rester provisoire, donc une assemblée constituante est élue, et son rôle, bien entendu, est de préparer la constitution de ce qui va devenir la 4e République. Cette 4e République est adoptée en octobre 1946 par référendum, mais le général de Gaulle y est fortement opposé. Il considère que ce régime accorde trop de poids à l'Assemblée nationale, que c'est un régime finalement parlementaire et qu'il reprend un certain nombre de défauts qu'on avait repérés dans la 3e République. Donc, le contexte de naissance de cette 4e République est un peu compliqué, avec le général de Gaulle qui quitte le pouvoir en janvier 1946. Cette 4e République, même si son bilan au final est tout à fait satisfaisant, puisqu'elle a réalisé un grand nombre de choses, connaît dès le départ une forte instabilité ministérielle qui est due en particulier au mode de scrutin pour désigner les députés. En effet, le scrutin est un scrutin proportionnel de liste, c'est-à-dire qu'en fait, les Français votent un seul tour pour des listes et le nombre de sièges à l'Assemblée est proportionnel au nombre de voix. Le problème de ce type de scrutin, qui est extrêmement démocratique, c'est qu'il ne parvient pas à permettre de dégager de véritables majorités de gouvernement. Les partis sont donc obligés de s'allier. Ces alliances électorales sont parfois compliquées, et dans le contexte des années 1940-1950, il est parfois difficile de maintenir sur le long terme ces alliances électorales, compte tenu du contexte international en particulier. Donc, on observe que la 4e République connaît un très très grand nombre de ministères qui se succèdent. Entre 1946 et 1958, le régime devient de plus en plus impopulaire. Le général de Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, dans le contexte de la guerre d'Algérie, impose un nouveau modèle politique, qui est celui donc de la 5e République. Celle-ci est instaurée en France et validée par référendum en septembre 1958. Ce nouveau modèle politique repose à la fois sur un exécutif fort, un souci de légitimité avec des consultations de la nation régulières par référendum, et le mode de scrutin change. Il s'agit cette fois d'un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. En fait, les Français votent en 2 étapes. Lors du premier tour, ils choisissent donc un candidat. Lorsque le candidat n'obtient pas de majorité absolue, eh bien, un deuxième tour est organisé, et c'est lors de ce deuxième tour que le candidat ayant recueilli le plus de voix est élu. C'est le même type de mode d'élection que lorsque vous élisez vos délégués de classe. Cette réforme permet d'avoir une plus grande stabilité politique en France, et on a beaucoup moins d'alternance ministérielle, les gouvernements étant très stables sous la présidence gaullienne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'administration française souffre d'une image particulièrement négative. Le désastre de 1940 a été imputé aux chefs militaires, mais également aux hommes politiques et aux hauts fonctionnaires, qui, dans leur grande majorité, ont servi d'ailleurs très loyalement le régime de Vichy. Cette administration, un peu décriée, est modernisée par une ordonnance d'octobre 1945 qui crée une école nationale d'administration, l'ENA. Si cette création confère à l'ensemble de la fonction publique plus de cohérence et évite à ses membres une spécialisation trop étroite, les espoirs de démocratisation de ce système, puisque l'entrée à l'ENA repose sur un concours, sont finalement rapidement déçus. Les critiques contre ce qu'on appelle l'énarchie,
Le fait que les énarques seraient trop déconnectés des réalités de terrain parce qu'ils seraient issus de familles puissantes, d'intellectuels, etc., se développe ces critiques dès les années 1960. Par ailleurs, les gouvernements s'appuient sur de nombreux experts pour administrer la France. Ce sont par exemple des ingénieurs, c'est à la tête d'entreprises publiques comme la SNCF. Après la Seconde Guerre mondiale, comme l'avait d'ailleurs envisagé le Conseil national de la résistance, le CNR, l'État envisage d'intervenir dans le domaine social, dans celui de l'éducation également. Un nouveau droit apparaît, le droit au bonheur, et c'est compréhensible compte tenu du contexte des années précédentes, et n'oublions pas également le contexte douloureux des années 1930 et de la Grande Dépression mondiale. Les domaines d'intervention envisagés dès la guerre et qui sont poursuivis ensuite sont par exemple la sécurité sociale qui est créée par une ordonnance de 1945. Cette politique est toutefois possible car économiquement, après une phase de reconstruction qui dure à peu près jusqu'au début des années 1950, la France est en croissance économique dans le contexte des Trente Glorieuses. L'État a également la volonté de se présenter comme le principal promoteur de la modernisation du pays. Celle-ci est mise en œuvre par le Commissariat au plan, créé en 1946 par Jean Monnet. Cette modernisation s'effectue également par des nationalisations qui s'étalent de 1944 à 1948. Ces nationalisations, en fait, consistent à changer le statut d'entreprise, qui d'entreprise privée devient une entreprise publique, soit parce que l'État, par une politique de sanctions liée à la collaboration, ça a été le cas pour Renault, décide de récupérer l'intégralité d'une entreprise, ou alors l'État prend des participations en achetant des actions pour être actionnaire majoritaire. Les secteurs qui sont nationalisés sont en particulier ceux de l'énergie avec le gaz, l'électricité, mais ce sont aussi les assurances, les banques, et donc, comme je le disais, des entreprises comme l'entreprise Renault. Sous la présidence du général de Gaulle, après 1958, des investissements importants sont faits en France pour l'indépendance énergétique et militaire. On met en place, par exemple, le programme industriel nucléaire, qui aboutit en 1960 à la première bombe atomique française. L'État assure alors la moitié des investissements en France. Le territoire est également aménagé avec en particulier la mise en place de grands réseaux de transport dans le cadre de la DATAR créée en 1963. Sous la République gaulienne, enfin, l'État contrôle les médias, à la suite d'ailleurs de ce qui s'était fait sous la 4ème République, souvenez-vous de votre chapitre sur les médias et l'opinion publique. L'État se préoccupe également de la création artistique et joue un rôle de mécène. Un ministère des Affaires culturelles naît en 1959 et il est confié à André Malraux. Ce dernier crée aussi des maisons de la culture.